Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parte à la découverte de la section impression et automatisation du logiciel, qui vous permettra, comme son nom l'indique, de gagner du temps et de découvrir pas mal de choses. C'est une formation qui est tirée de ma formation complète, disponible sur tuto.com. Comme ça, si jamais vous voulez aller encore plus loin, vous aurez toutes les informations adéquates. Elle est tirée de l'apprentissage à la formation TOSA, certification qui est assez intéressante de connaître. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, je serai bien sûr disponible dans les commentaires. Et si jamais vous souhaitez d'autres vidéos, eh bien, je reste également disponible. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira. Vous pouvez, si c'est le cas, partager, liker, vous abonner. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le faire aussi, mais bon, je me doute bien que ce ne sera pas forcément le cas. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo, et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc la découverte des styles. Les styles, ce sont des éléments qui vont permettre d'automatiser et de gagner du temps dans une mise en page. On les trouve en allant dans Fenêtre, Style. Il en existe plusieurs sortes, on va tous les ouvrir. On a ici Style d'objet, qui va permettre de venir, comme son nom l'indique, styliser des objets, que l'on reverra après. Style de caractère, style de paragraphe, qui en général va de pair. Donc là on a paragraphe, ici on a caractère. On va avoir également des styles qui sont liés au tableau avec des styles de cellules qui vont être également ici des styles de tableau. Je vais fermer le panneau de tableau que vous connaissez déjà, qu'on ne va pas garder. Je vais mettre ensemble les éléments que l'on va voir. On va voir ici style de caractère et style de paragraphe dans la même vidéo. Style d'objet un petit peu plus tard, suivi par la suite des styles de tableau et de cellules. Qu'est-ce que sont donc les styles de caractère et les styles de paragraphe? Ce sont, comme je le disais juste avant, des éléments, et je reprends ici l'exemple de mon glossaire, qui permettent de gagner du temps. Par exemple, ici, vous avez du texte courant, des sous-titres, des titres de chapitre, de l'exergue. Ces éléments, ils vous permettent de pouvoir très rapidement sélectionner un mot et venir lui donner un style qui aura été défini. Ça permet de le faire assez vite. En général, on fonctionne de la façon suivante. On va avoir ici par exemple un titre. On va avoir un bloc de texte. Clic droit, insérer du texte de substitution. Et on va venir les styliser. Ça, vous avez déjà vu comment on fait. Mais le principe, c'est que je vais venir par exemple styliser mes paragraphes d'une certaine façon. Je vais par exemple les faire en Arial italique, avec une taille de 13, un interlettrage de 30, un interlignage de 20, etc. Et parfois, je vais avoir des mots spécifiques. Je vais avoir par exemple un mot ici qui ne va pas être en Arial italique, mais qui sera en black italique parce que je veux le faire ressortir. Ou alors j'en aurai un ici qui sera lui avec une couleur spécifique qui va être dans mon nuancier, par exemple du magenta, et en plus il va être en narrow bolt. Et bien ces mots, pour pouvoir les retrouver plus facilement, on va pouvoir venir leur donner un style. On va cliquer sur le petit plus ici, ça sera le style de caractère 1, pour par exemple celui-ci. Et pour celui-ci, on va venir le sélectionner, ça sera le style de caractère 2. Ces éléments vont permettre, par exemple, si maintenant je viens sélectionner l'itatom, que si je veux lui donner le même style, il se fasse automatiquement. Si je double-clique sur l'effet, ça m'ouvre une fenêtre qui va me permettre, en cochant aperçu, de personnaliser ces styles de caractère. Déjà leur donner un nom. Par exemple, lui, ce serait rose. De pouvoir venir également leur paramétrer la famille de caractères, les styles de police et autres. Vous pouvez également venir modifier les caractères avancés, la couleur avec des couleurs qui seront enregistrées dans le nuancier, ou encore de modifier les options de soulignement et de barré que vous connaissez maintenant. On va pouvoir faire la même chose ici avec notre autre style. En double-cliquant, je vais l'appeler gras italique. Mais en plus de ça, je voudrais pouvoir venir styliser l'entièreté d'un élément parce que je sais qu'il va revenir plusieurs fois. Par exemple, ici mes titres. Je sais que tous mes titres, ils vont être encore 20. Ils vont être en roboto condensé bolt. Et en plus, ils vont avoir un élargissement de 110 et 110. Je vais venir cliquer sur le petit plus et je vais pouvoir venir double-cliquer. Ça m'ouvre un nouveau style de paragraphe qu'on va appeler titre. On va pouvoir venir y donner des caractéristiques que vous connaissez. Forme de base, les retraits et espacements spécifiques. On va venir cocher. Le travail des tabulations. Qu'est-ce qui se passera dans mon paragraphe à chaque fois que je viendrai appuyer sur la touche tabulation? Les filets et bordures, les arrière-plans,
les options d'enchaînement, césure et justification. Toutes ces choses que nous avons déjà vues précédemment dans la formation, dans le chapitre 2. Eh bien, vous allez ici pouvoir venir les garder en mémoire. On va pouvoir également venir travailler sur les lettrines et styles imbriqués, ou le style grep. Je reviendrai sur les styles imbriqués dans une vidéo juste après. On peut également venir spécifier comment doivent se comporter les puces, numérotation, caractéristiques de couleur et autres. On clique sur OK, et on a maintenant notre titre. Et si je viens par exemple maintenant sur cette page, et que je vais avoir ici un autre élément qui sera un titre, et bien pareil, je peux venir déjà le paramétrer. Et l'avantage, c'est que si maintenant je double-clique, et je décide que mon titre, en fait, il est plus en Roboto, mais il est en, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre comme typo? On va prendre une Charlemagne, voilà, très bien, une Charlemagne. Je veux que tous mes titres soient en Charlemagne. Je clique sur OK. Et bien automatiquement, c'est adapté. Pour mes paragraphes, ici, je vais venir également sélectionner et dire que je veux que tous mes paragraphes soient avec cette police. J'enregistre, je double-clique, ça sera maintenant donc P pour paragraphe. Et je vais sélectionner l'intégralité de mes paragraphes et dire qu'ils sont en P. Alors vous voyez qu'il ne modifie pas ici ces éléments, parce que le style de caractère surpasse le style de paragraphe. Donc c'est important de le savoir, ça permet vraiment de spécifier des données à un endroit spécifique. Et ainsi, vous avez tout ce qu'il faut pour modifier vos effets. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer vos styles dans votre bibliothèque. Vous pouvez créer des dossiers pour les retrouver plus facilement, et vous pouvez en ajouter avec le petit plus. Ça marche dans les deux cas. Vous avez également la possibilité ici, si jamais vous avez retravaillé votre style, au final c'est 14 maintenant et plus 13, et bien vous pouvez venir ici effacer les remplacements dans la sélection. CTRL-clic pour effacer les remplacements, ou CTRL-clic pour effacer seulement dans le paragraphe. Et donc ça remet à ce que vous aviez à la base. Si vous le souhaitez, vous pouvez également venir faire un clic droit. Vous allez pouvoir venir appliquer P et effacer les remplacements, ou redéfinir le style. Et automatiquement, tout prendra cette nouvelle caractéristique que vous avez mis en place. Vous avez également la possibilité de venir faire une application rapide en cliquant ici. Et vous avez donc vos styles qui apparaissent et qui sont préenregistrés, ainsi que d'autres styles. Et vous avez ici un petit bouton qui surligne les endroits où il y a du remplacement de texte. C'est-à-dire que vous avez adapté un style mais qu'il n'est pas mis à jour. Donc ça, c'est assez utile aussi pour le retrouver facilement. Et venir le corriger si besoin en lui disant écoute, maintenant, je veux que tu sois totalement en P. Et donc là, même si je sélectionne, il n'y a plus ce problème de surlignement, il n'y a plus ce problème de graisse et ce problème de modification. On va venir annuler, on va revenir à la bonne taille. Enfin, si vous venez ouvrir ici le petit menu Burger, on retrouve toutes les options que l'on vient de voir. La possibilité de charger des styles de texte, de charger des styles de paragraphes, d'activer les surlignements et autres. Bref, tout ce qu'il faut pour vous permettre de gagner du temps dans vos projets. On va maintenant passer à un autre type de style. Je vais ranger ceci ici et on va attaquer les styles d'objets. Je vais vous expliquer le principe, comment ils fonctionnent et pourquoi les utiliser. Le deuxième type de style que vous pouvez être amené à retrouver est ce que l'on appelle le style d'objet. Comme son nom l'indique, il va permettre de venir styliser les objets et de les garder en mémoire. Alors comme vous voyez, dans le panneau style d'objet, on va avoir trois choses. Le bloc graphique standard, qui est un bloc d'image que vous avez ici, et le bloc de texte, parce qu'il est possible aussi, comme nous l'avons déjà vu, de styliser les blocs de texte. Si vous ouvrez le bloc de texte standard, vous avez ce panneau, qui sera, il faut le savoir, exactement le même que le bloc graphique. C'est exactement la même chose. Les choses que vous allez pouvoir paramétrer, vous les connaissez déjà. C'est des choses que l'on a déjà vues au fur et à mesure de cette formation, mais qui permettront d'être gardées en mémoire. Par exemple, le fond, les contours ou les options d'arrondi. Les options de taille et de position de votre objet, les styles de paragraphe, les options générales de bloc avec le nombre de colonnes et les marges, ainsi que le paramétrage des colonnes en elles-mêmes. Vous allez pouvoir venir également modifier les options d'articles, les habillages, les ajustements. Bref, que des choses que nous avons vues dans les chapitres précédents et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Vous allez également pouvoir venir garder en mémoire les effets, avec les différentes ombres portées et lueurs qui peuvent être mises en place dans InDesign. Vous pouvez les paramétrer sur les onglets d'objets, de contours, de fond ou de texte. Et il y a également quelques petits éléments de texte de remplacement qui peuvent être enregistrés ici. Quel texte sera mis en place dans votre document?
comment sera banalisé votre PDF, ou encore quel type d'export vous souhaitez pour les éléments liés au web. Avec ces différentes informations, vous pouvez paramétrer tous vos blocs pour gagner du temps. Si vous savez à quoi doit ressembler un bloc d'illustration, à quoi doit ressembler un élément graphique ou des éléments assez répétitifs, eh bien vous pouvez le faire ici. Vous avez en dessous ici la possibilité d'effacer les attributs, donc qui ne sont pas définis par un style, ou bien d'effacer les remplacements, comme on l'a vu avec les styles de paragraphe. Et bien sûr, vous avez encore les mêmes options que pour style de paragraphe qui sont disponibles ici. C'est assez simple à prendre en main et ça fonctionne de la même façon. On va maintenant s'attaquer aux derniers effets de style, qui sont les effets de style liés au tableau et aux cellules, qui vous allez voir sont aussi assez redondants avec des choses que l'on a déjà vues, mais c'est important de le savoir et de le visualiser. Je vous invite à tester tout ça bien sûr en pratique, il y aura le dernier chapitre pour prendre en main les différents outils, mais vous pouvez quand même essayer de vous-même en attendant. Pour finir, les deux derniers effets de style existants sont ceux de tableau, que vous avez ici, et de cellules. Ils vont permettre tout simplement de créer un style dans lequel vous allez pouvoir enregistrer vos différents paramètres. On retrouve encore une fois les options que l'on a déjà vues. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet dans le chapitre 2 lié au tableau. Et on retrouve le paramétrage des formats de tableau, des contours, des lignes, de colonnes et de lignes justement, et le fond. Concernant les cellules, vous avez la possibilité également de venir paramétrer le principe de texte, comment il doit se placer dans la cellule, les graphiques, les contours et fonds et les traits diagonaux. Que des choses que nous avons déjà vues, et c'est pourquoi que je ne rentre pas dans les détails pour vous le représenter, vous connaissez maintenant le principe. Si jamais il y a besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me le dire en entraide, je viendrai rajouter des vidéos pour vous aider. Dans tous les cas, on va maintenant passer à la présentation des styles imbriqués, qui eux n'ont pas encore été vus, et qui, vous le verrez, vous feront gagner pas mal de temps. Parmi les options de style de paragraphe, il y en a une qui est assez intéressante. C'est celle qui va permettre de venir faire du style imbriqué ou en cascade. Par exemple, si je prends ici mon style de paragraphe P, qui nous a permis de styliser cet élément que vous connaissez. Si je viens ici dans lettrine et style imbriqué, je vais pouvoir venir paramétrer ce que vous connaissez maintenant, qui est ma lettrine. Mais je vais également pouvoir venir lui imbriquer un style de caractère. Par exemple, je peux lui demander à ce que ce soit en gras italique ou dans le style de caractère rose, qui permettra automatiquement de venir paramétrer nos débuts de texte et nos débuts de paragraphe. Vous pouvez venir mettre les jambages à l'échelle inférieure, si besoin. Et vous avez également en dessous deux options, style imbriqué et style de ligne imbriqué. Le premier, nouveau style imbriqué, va permettre de venir ajouter un style spécifique de caractère, par exemple rose, automatiquement toujours sur le premier mot. Vous pouvez définir différents paramètres. Ça peut être sur un caractère, sur une lettre, sur un chiffre, sur un espace, etc. Ça permet de venir styliser très précisément vos éléments. Et surtout, ce que vous pouvez faire, c'est un style dit en cascade. Vous pourrez par exemple dire que sur le premier mot, c'est en rose. Le deuxième, la deuxième lettre, elle, doit être sur le style gras italique. Et ça peut être sur 3 lettres, etc. Et on repasse après sur un style rose. Vous avez également la possibilité de venir définir que ça va aller jusqu'à notre premier mot ou jusqu'à notre 5e mot. Et ainsi, les 5 mots suivants, dans notre exemple, sont aussi en rose. Ça permet vraiment de sélectionner de façon très précise. Vous pouvez supprimer bien sûr à tout moment. Et en dessous, vous avez une option qui permet de faire la même chose mais sur des lignes entières. Vous pouvez ainsi dire que la première ligne de chaque paragraphe qui utilise P devra toujours commencer par le style de caractère titre, par exemple, ou devra commencer par le style de caractère rose, etc., etc. Ça permet vraiment une personnalisation de votre interface et de votre mise en page importante, et surtout sur des documents qui sont extrêmement longs, ça vous fera gagner énormément de temps. Donc voilà pour cette petite subtilité que je trouvais intéressante et qu'il est important de connaître, parce qu'il est possible d'avoir des questions dessus lors de votre passage de certification TOSA. On va maintenant passer à notre prochaine vidéo avec la découverte de la bibliothèque CC. Passons maintenant à la création ou à l'utilisation du panneau bibliothèque. Il se trouve dans Fenêtre à Bibliothèque CC.
Pour ma part, il est présent sur la partie droite du logiciel. Je le laisse charger un petit peu, ça prend un peu de temps et on va voir comment il fonctionne. Le principe, c'est qu'il va permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir enregistrer des éléments comme si vous les aviez mis dans une bibliothèque. Ici, pour ma part, j'ai par exemple plusieurs projets, par exemple le modèle stock, qui va contenir tous les projets que j'ai téléchargés depuis Adobe Stock. Si je veux, à tout moment, je peux double-cliquer et venir ouvrir le projet en question. Je peux venir le faire glisser dans un projet déjà existant. Ça prend encore une fois un petit peu de temps à charger quand c'est comme ça. Ou alors je peux venir l'ouvrir dans un nouveau document, ce qui permettra d'ouvrir un nouvel onglet. Ainsi, on peut récupérer des templates assez rapidement. En plus de ça, il est possible de venir enregistrer des templates d'autres sites, mais aussi des images, des couleurs et autres. Par exemple, dans mon chart graphique, j'ai des photos de livres que j'ai réalisées, des photos détourées pour pouvoir passer facilement de Photoshop à InDesign sans avoir besoin de faire beaucoup d'enregistrements, ou encore ici des logos vectoriels qui nous viennent d'Illustrator. Lorsque vous passez votre souris sur un élément, vous voyez d'où ils viennent. Ici, il vous dit c'est Illustrator, ici c'est Photoshop parce que c'est du PSD. Ici, c'est du bitmap parce que c'est une photo. Ici, on a du texte avec un style colorimétrique et un style graphique. On voit par exemple que c'est une emoji color en 62-47 points et donc avec un interlignage automatique. Bref, il permet d'enregistrer énormément d'informations pour pouvoir travailler efficacement et rapidement. Vous avez bien sûr la possibilité de retrouver également des projets que vous auriez réalisés, etc. Pour créer une nouvelle bibliothèque, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui est ici, pour ajouter automatiquement une bibliothèque à votre liste. Vous pouvez aussi venir passer par le petit bouton plus en bas, qui permet de venir utiliser ici des bibliothèques partagées, d'accéder à votre marketplace ou bien de créer une nouvelle bibliothèque. Vous avez aussi la possibilité de venir utiliser ici l'outil extraire l'image qui nous vient de Capture. Le principe, vous allez ajouter une photo. Donc là, on va aller chercher une photo de notre choix. On va récupérer une des photos que l'on a déjà utilisées. Et si vous l'ajoutez, par exemple si je prends celle-ci, automatiquement, il va vous proposer une palette de couleurs liée à cette photo. Il vous propose également de pouvoir venir la mettre ici en élément bicolore. Vous pouvez également, enfin, s'il y a une typographie dedans, retrouver une police similaire sur Adobe Font. Donc ça, c'est assez sympa. C'est plutôt utile et on n'y pense pas forcément. Vous avez également, si vous le souhaitez, la possibilité donc de parcourir des bibliothèques partagées avec d'autres, ou encore d'accéder à la marketplace depuis cette partie. Vous pouvez faire une recherche en haut si vous en avez besoin. Mais si vous venez également cliquer sur le menu Burger ici, vous avez les options qui permettent de venir rechercher des éléments et de paramétrer votre bibliothèque. Dernière petite chose, mais pas des moindres, qui est souvent oubliée, c'est la possibilité de rechercher des images similaires. J'en avais parlé un petit peu rapidement dans la formation sur une vidéo précédente. On va voir un petit peu comment ça fonctionne vu que ça utilise la bibliothèque CC. Imaginons je vais chercher cette photo de notre petit chien. On va aller dans Édition, rechercher des images similaires. Et vous voyez que automatiquement il ouvre la bibliothèque CC. Et il vous propose des photos de chiens identiques avec une position plus ou moins pareille qui nous viennent directement de Adobe Stock. Et vous allez pouvoir ensuite venir soit remplacer, soit venir intégrer. Donc là, ça peut être plutôt utile. Vous faites un clic droit, ouvrir un nouveau document ou ajouter dans la composition. Et donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa aussi. Donc voilà un petit peu pour les spécificités. J'ai oublié de le dire également, mais vous avez la possibilité, quand vous avez votre bibliothèque, de faire une recherche. Ici, vous avez la possibilité de rechercher ou les modèles ou les éléments graphiques et de trier. Vous avez les différents types de tri, par type, par groupe, par nom, par ordre, et la possibilité ici de changer la visualisation. Enfin, si vous voulez rechercher directement dans Adobe Stock, quand vous êtes non pas dans la bibliothèque active, mais dans une bibliothèque, vous pouvez venir passer ici en mode Adobe Stock. Et donc maintenant, si je tape chien, eh bien il va me proposer automatiquement des photos, encore une fois, de chiens. Donc ça, aussi utile et à connaître, c'est à ne pas négliger. Ça permet très rapidement de pouvoir venir modifier des photos, de pouvoir faire des essais et autres. Attention, les images sont soumises à copyright, c'est pour la prévisualisation. Si jamais vous devez les utiliser pour un vrai client, il faudra par la suite rémunérer. Et donc pour ça, vous pouvez soit venir acheter ici, soit cliquer sur le plus ici pour l'enregistrer dans l'aperçu dans votre bibliothèque tuto. Voilà pour ces petites astuces. On va maintenant passer à la création d'une table des matières.
Une autre fonctionnalité importante et intéressante, c'est quand vous allez venir créer des documents très longs. Vous allez pouvoir avoir besoin de créer ce que l'on appelle des tables des matières. Pour ça, il y a une option. Alors j'ai récupéré ici un document sur Adobe Stock qui contient des styles de paragraphes parce que c'est ce dont il faut avoir besoin pour créer votre table des matières. Celle-ci, vous allez la créer en allant dans Page et vous avez ici Table des matières. Dans le nouveau panneau qui s'affiche alors, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Déjà le type de style de table des matières. Donc là par exemple ça va être style de table Toc Style. Vous allez pouvoir lui donner un titre et décider des styles qui sont les principaux. Par exemple là c'est titre gras aligné à gauche. Vous allez pouvoir venir retrouver les différents styles existants et venir les inclure dans votre projet. Pour ça, vous allez les récupérer dans Autre style et vous venez les ajouter en cliquant sur le bouton adéquat. Vous avez alors ainsi le titre qui apparaît d'abord, puis ensuite tous les titres qui seront en gras, puis ensuite les titres centrés. Ça permet de venir faire apparaître les uns après les autres ces différents éléments. Vous avez le style que vous allez pouvoir définir. Là, on a fait un style qui s'appelle texte d'entrée de la table des matières, qui sera celle utilisée pour faire la fameuse table. Vous pouvez ensuite venir définir s'il y a des signés PDF pour gagner du temps. Si vous souhaitez remplacer une table des matières qui existe déjà, ancrer des textes pour aller directement à la bonne zone à l'aide d'une encre, tout simplement en cliquant, et supprimer les sauts de ligne. Vous pouvez également décider s'il faut inclure ou non les paragraphes qui sont entiers, ou alors juste leur numéro. Si vous cliquez sur plus d'options, vous avez ici la possibilité d'aller plus loin avec l'utilisation de grep, mais aussi avec la possibilité de venir définir sur les numéros de page différents styles. Vous pouvez bien sûr enregistrer ce style si besoin. Et en cliquant sur OK, vous allez avoir donc la table des matières pour le cas présent qui va être mis à jour. Sinon, elle est ici. Donc ça permet de pouvoir très rapidement mettre en place vos éléments et les retrouver. Donc ça, plutôt intéressant et important. Et vous voyez que ça met donc les chiffres, le sous-titre directement. Si vous le faites sur un projet qui aurait très peu de styles, donc là je vais juste mettre deux styles différents. Un style qui va être avec ici par exemple, je sais pas, du Montserrat en Bolt ou du Mostra Nostra. Et un deuxième qui sera ici avec du Mistral en régular mais un peu plus gros. Bon, c'est très gros ça. Si maintenant je viens donc écrire un premier titre qui va être ici, voilà. Un deuxième qui va être ici, qui va s'appeler comme ça. Un troisième qui va être ici comme ceci. Si maintenant je viens sur une autre page et que je fais page table des matières, je vais dire que je veux qu'en premier soit intégré celui-ci, qui sera ensuite suivi de celui-ci. Vous voyez qu'il y a un décalage qui se fait, tout simplement parce qu'il y a une différence de niveau. Pour ne pas avoir cette différence de niveau, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner et dire que là, vous devez n'avoir aucune spécificité qui fait qu'il y ait une différence de niveau. Moi, je vais la laisser et je vais cliquer sur OK. Et maintenant, si je viens intégrer ma table des matières, eh bien, vous voyez bien qu'il y a le nom table des matières qui se met en place, le premier mot, le saut de paragraphe, qui est lui-même suivi de son deuxième style de paragraphe en plus petit. Donc ça permet vraiment de pouvoir mettre en place les éléments. Et si jamais vous voulez changer un style, par exemple ici, alors hop, je vais changer ça, mais on va faire modifier le style de paragraphe. On vient le remplacer non pas par du Mistral, mais par du Myriad, et bien ça se change aussi dans votre table des matières. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et si jamais vous voulez modifier votre table des matières, vous avez ici mettre à jour la table. Vous pouvez venir la remplacer. Et si vous voulez modifier donc les styles, c'est dans style de table des matières. Et donc là vous pouvez définir une table spécifique et un style spécifique qui sera mis en place. Vous pouvez le modifier à tout moment. Donc là je peux lui dire par exemple je veux que le style ça soit en fait le style de paragraphe 2. Et donc là, il me change au-dessus par style de paragraphe 2. Donc voilà les petites spécificités des tables des matières qui sont intéressantes à connaître et à utiliser. On va maintenant passer à la suite avec les variables de texte. Pour gagner du temps, InDesign permet d'utiliser ce que l'on appelle des variantes de texte. Ce sont des choses qui sont préenregistrées et que le logiciel va venir intégrer dans votre texte. Pour cela, j'ai créé un bloc dans lequel je vais venir ici cliquer sur texte et on va venir dans variables de texte. Vous avez de base un certain nombre de variables qui existent.
date de création du fichier, date de modification ou de sortie, dernier numéro de page, ou encore en-tête, nom de fichier ou d'image. Vous pouvez venir définir ces en-têtes ici. Vous retrouvez tous ceux qui ont été créés, vous avez un aperçu. Vous pouvez ainsi définir par exemple l'en-tête avec, s'il y en a un, eh bien son apparition, le nom du fichier, le nom d'une image s'il y en a une ou du chapitre. Ça permet de légender très rapidement des éléments ou de venir ajouter des informations. Vous pouvez à tout moment venir modifier un élément. Ici j'ai double-cliqué, je peux changer la date de création, je peux définir le type, et vous voyez qu'il y en a plusieurs, et ajouter les données que je souhaite mettre en place. Si je clique sur la petite flèche, il me donne les différentes possibilités. Si vous souhaitez insérer un élément, vous cliquez sur le bouton. Automatiquement, c'est inséré dans votre bloc de texte. Vous souhaitez modifier celui qu'il y a, on a double-cliqué, ça fonctionne également. Vous souhaitez créer une nouvelle condition ou une nouvelle variable, c'est possible aussi. Vous choisissez un nom et vous choisissez ce que vous voulez faire travailler, avec un style de caractère ou un style de paragraphe. Bref, quelque chose qui permettra de gagner pas mal de temps pour travailler. Enfin, vous pouvez venir convertir un élément en texte de façon à ce que vous puissiez le modifier quand vous le souhaitez. Si vous ne faites pas ça, et là je vais venir faire une variable de texte par exemple ici en date de modification, eh bien vous ne pouvez pas modifier un seul élément, vous devez tout changer. Mais vous pouvez également venir passer par texte, variable de texte, créer une variable de texte. Et donc maintenant, votre texte est libéré. Donc voilà, petite information à connaître. On va maintenant passer à la suite avec les textes conditionnels. Autre élément important pour automatiser, c'est ce qu'on appelle le texte conditionnel. Vous pouvez venir pour ça ouvrir un menu spécifique. Vous allez dans Fenêtre et vous venez chercher dans Texte, Texte conditionnel. Ça va nous permettre par exemple de pouvoir définir différents types de textes. Je peux par exemple venir commencer par écrire bonjour en français. Et je sais que je voudrais ici l'avoir en anglais par exemple. Donc je vais faire un point et je vais l'appeler hello. On peut également même, pourquoi pas, venir le mettre dans une autre langue type espagnol. Et on peut mettre hola. Là on pourrait venir utiliser les glyphes même pour avoir le bon accent. Maintenant l'idée c'est que j'aimerais qu'il n'y ait que certains mots qui apparaissent suivant la condition spécifique qui est que le texte est en français, en anglais ou en espagnol. Et bien pour ça on va utiliser le panneau. Vous avez ici donc tout qui est en non conditionnel. Vous avez ici un indicateur qui permet de montrer ce qui est visible ou non. Donc là on voit que c'est affiché et imprimé ou que ça sera masqué. Et enfin on va avoir un ensemble qui permet d'être créé. Créer un ensemble c'est tout simplement par exemple pour classer les éléments. Là on va l'appeler langue. Et donc on mettra nos éléments dans différents ensembles. Bien sûr, là on va rester sur aucun. Par contre je vais venir créer ici une nouvelle condition que je vais appeler FR. Ce sera tout ce qui est en FR souligné avec une petite ligne sinusoïdale comme s'il y avait une faute. Bien sûr vous pouvez demander à ce que ça soit un trait continu ou avec des tirets, au choix. Vous pouvez également demander à ce que ça soit en surbrillant. De cette façon, si maintenant je sélectionne bonjour et que je le mets en français, il est souligné. Je vais faire une autre condition que je vais appeler EN, qui elle sera en souligné, en continu et en rouge. Et je vais dire que hello doit être en anglais. Et il est maintenant souligné. Je vais mettre ces deux éléments ici dans langue. Ça me permettra de pouvoir les retrouver si j'en ai besoin. Donc là pareil, et ici il sera dans l'ensemble langue aussi. Ça permet de savoir exactement où on en est si besoin. Vous pouvez remplacer les conditions et mettre à jour tout simplement d'un simple clic par la suite. Enfin, on va revenir en faire un troisième que je vais appeler Espagne, qui sera en surbrillance et qui sera en vert. Je viens sélectionner Hola et je le mets en espagnol. Et maintenant l'idée c'est que je vais pouvoir avoir mes textes et je vais pouvoir venir dire je veux que mon texte bonjour par exemple soit visible mais uniquement en français. Je vais pouvoir venir effacer les points qui me servaient ici de séparation. Donc là si je viens effacer mon petit point, ça fonctionne toujours. Mais là, vous voyez que je peux venir maintenant rendre visibles mes éléments. Je peux également venir dire, si je le veux, que je dois avoir les conditions qui est appliquées sur tous les textes sélectionnés. Mais je peux venir aussi le demander à ce qu'il ne le soit pas. Et ainsi, je peux venir faire plusieurs types de textes et venir rendre visible uniquement ceux dont j'ai envie. Si par exemple, je sais que je vais avoir plusieurs phrases ici en anglais et que je ne les veux pas forcément à chaque fois, là, je vais dire qu'elles sont aussi en anglais. Voilà. Et donc si je rends espagnol visible et le reste invisible, je n'ai que Hola. Je pourrais avoir un autre texte qui serait lui-même en espagnol. Donc je vais le sélectionner, je le mets en espagnol. Si je passe en français, il disparaît. Par contre, si je remets en anglais, tout apparaît. Et là, pareil.
Donc ça permet vraiment de pouvoir venir appliquer nos éléments et nos textes comme on le souhaite et de pouvoir en faire plusieurs. Alors on peut se perdre facilement, on va pas se mentir, parce que forcément il y a beaucoup d'éléments, mais ça fonctionne bien. Et là je pourrais très bien venir dire ici pareil, en français, voilà, je viens rajouter un texte, je veux qu'il soit en français. Si je rajoute tout, tout sera ajouté, mais ça permet de cacher ou non des choses. Vous avez également le petit menu burger qui permet de venir ajouter des nouvelles conditions, d'en supprimer, ou avoir des options de conditions, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et bien sûr, si besoin, vous pouvez venir en charger et charger les conditions et les ensembles, si vous souhaitez aller en chercher des choses que vous auriez enregistrées dans un autre document InDesign. C'est possible aussi. Donc voilà pour ces petites fonctionnalités qui sont assez intéressantes et à ne pas négliger. Maintenant qu'on a vu ça, on va s'intéresser à une dernière option avant de passer à tout ce qui va être impression et export. Il s'agit de la variante de mise en page et des mises en page liquides. On en avait parlé un peu rapidement un petit peu plus tôt dans la formation. On va revenir dessus. Un des éléments qui peut être utile dans InDesign, c'est ce que l'on appelle le variant de page et également, j'en avais déjà parlé, la mise en page liquide. Cela permet, en utilisant par exemple page pour faire de la mise en page liquide, de venir adapter un projet. Alors attention, si vous utilisez uniquement page, vous voyez que ça ne change rien. Mais si vous allez en haut, vous avez règle de page liquide qui permet de contrôler par exemple une mise à l'échelle. Et ainsi, si vous venez redimensionner votre projet, vous voyez qu'il va s'adapter à celui-ci. Vous pouvez par exemple demander un changement de taille, d'orientation, un changement de format et venir agrandir par exemple votre projet. Et tout s'adaptera pour rester justement adapté à l'interface et à ce qui était mis en place au début. Vous pouvez demander aussi à ce que ce soit recentré, de façon à ce que si vous agrandissez un projet, il reste toujours au centre. Ou alors, vous pouvez demander à être basé sur un objet spécifique. Par exemple ici, ils vont redimensionner par rapport au nom de l'objet qui ne devra pas bouger. Ou alors, ça peut être par rapport à une barre, une photo et autres. Et donc, vous avez ici la possibilité de bloquer ce qui doit changer par rapport à la photo. Et si je déplace, vous voyez qu'on gardera ici au maximum les informations. Vous pouvez également demander à afficher l'incrustation de gabarit s'il y en a un et déplacer les objets avec la page. Ça vous permet vraiment de pouvoir faire une mise en page adaptée. En plus de ça, vous avez une option qui existe, qui s'appelle donc le variant de page. Vous pouvez faire un clic droit sur le menu page sur votre page et venir créer une variante de mise en page. Vous avez alors un nouveau panneau qui s'ouvre. Vous pouvez choisir ici le nouveau format, la nouvelle taille, etc. Par exemple, nous on va prendre ici, on va prendre 800-600. Et on va y avoir dans les options la possibilité de lier les articles, copier les styles et les redistribuer automatiquement le texte. On clique sur OK. Et on a alors un variant de notre page avec la bonne taille qui apparaît juste à côté. Alors forcément, il n'est pas forcément ici à la bonne taille, comme vous vous en doutez, mais on peut venir le retravailler et l'adapter. Là, il y a une légère modification qui doit être faite dans Propriétés. Vous marquez que vous voulez maintenant du 600-800 et votre projet s'adapte. Et vous aurez ainsi la possibilité d'avoir une variante ou l'autre pour avoir plusieurs versions d'un même projet. C'est quelque chose qui est intéressant de connaître et d'utiliser. Et vous avez même le gabarit maintenant qui est adapté. Et si jamais il y a besoin, vous pouvez venir le retravailler. En l'occurrence, c'est plutôt celui-ci. Donc voilà pour les petites options de variante de page et de mise en page liquide qui peuvent vous permettre de créer plusieurs projets en même temps et sur un même document. On va maintenant passer à toute la partie impression avec, pour commencer, le gestionnaire d'encre. Une des options que l'on rencontre dans InDesign quand on va commencer à s'intéresser à l'impression est le gestionnaire d'encre. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est une fonctionnalité que l'on retrouve dans Fenêtre, Sortie, et on a ici Aperçu des séparations. Ça nous ouvre alors un panneau qui permet, quand on vient venir ici cliquer sur séparation ou sur limite d'encre, de connaître tout simplement comment sont séparées les différentes encres de notre projet. Donc là on voit par exemple qu'on a le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Ce sont les différentes couches qui sont utilisées dans notre projet. On a la possibilité de désactiver, d'activer et d'avoir également les limites d'encre pour voir les endroits qui seront ancrés. Si vous cliquez sur le menu Burger, vous avez gestionnaire d'encre qui apparaît. Et dans ce gestionnaire, vous allez retrouver la densité de chacune des couleurs. Par exemple, on a une densité dans ce projet très forte en magenta, en cyan
très peu en jaune et avec beaucoup de zones noires. On va pouvoir ici retrouver le noir s'il est transparent, opaque ou ignorer l'opacité, ou l'avoir ici en normal. Et on a l'ordre de recouvrement, c'est-à-dire dans quel ordre les plaques vont imprimer. D'abord le cyan, magenta, jaune, puis on finira par le noir. Donc c'est là où vous allez avoir toutes les informations pour l'impression et la gestion de vos encres. C'est assez important de le savoir. Tant que nous sommes dans les aplatissements, dans les séparations, etc., vous avez également donc ce qu'on appelle des recouvrements. C'est ici que vous allez pouvoir venir définir comment seront paramétrés les recouvrements en termes de couleur. Qu'est-ce que c'est le recouvrement déjà ? Eh bien ça veut tout simplement dire que vos encres vont se recouvrir les unes les autres et qu'elles ne vont pas se mélanger. Donc le principe c'est en général dans l'offset d'avoir plusieurs encres qui vont parfois se chevaucher. Et donc on fait attention à ce que le recouvrement soit bien calé, c'est-à-dire que les encres soient bien superposées pour ne pas avoir des débords ou autres. Sinon on pourrait avoir des effets de défonce, c'est-à-dire que l'encre vient ici prendre la place de l'encre qui est en dessous, c'est ce qu'on appelle donc comme je le disais une défonce, hein. Ou alors elle viendra utiliser ce qu'on appelle de la superposition ou de la surimpression, c'est-à-dire qu'elles seront partiellement chevauchées. Donc ça, vous avez ici toutes les options pour pouvoir venir paramétrer ces éléments. Personnellement, j'y touche très peu. C'est plutôt des sections qui sont dédiées aux imprimeurs ou c'est eux qui vous diront comment venir paramétrer les documents. Pour ce qui est de la surimpression, on va retrouver cela plutôt dans, encore une fois, sortie, mais dans la partie options d'objet. Et donc dans options d'objet, vous allez pouvoir venir définir, quand vous sélectionnez un élément, alors là je vais juste me remettre, non pas en limite d'encre, mais en désactivé, quand vous allez sélectionner un élément, de dire que vous voulez que les couleurs soient surimprimées avec le fond, ou alors que cette couleur n'est pas imprimable. Ça permet de définir différentes choses. La surimpression, par exemple, sera utilisée pour réaliser ce qu'on appelle des vernis sélectifs. On va utiliser un Pantone, on va définir qu'il surimprime un élément spécifique pour pouvoir venir superposer les deux couleurs et ainsi pouvoir ajouter une encre spécifique. Donc voilà un petit peu pour les options liées au gestionnaire d'encre et au recouvrement. Ce sont des éléments qui sont un peu complexes, ça peut être un peu plus vu en profondeur. Si ça vous intéresse, je pourrais ajouter bien sûr des vidéos sur le sujet, parce que voilà, c'est un sujet qui peut être complexe, qui pourrait faire même l'objet d'une formation dédiée. Pour le moment, on va maintenant nous passer à la suite avec les différentes options d'impression, que ce soit par cahier, par document, etc. L'export PDF, bien sûr, qui est important de connaître, sur lequel on va revenir, mais aussi ce qu'on appelle le contrôle en amont, qui est une fonctionnalité qu'il est important de connaître quand on fait du print dans InDesign. On attaque ça tout de suite dans les prochaines vidéos. Lorsque l'on travaille sur InDesign, il est également possible de venir imprimer en mode cahier. Ça fonctionne pour les documents, comme leur nom l'indique, qui sont des cahiers, et donc qui vont être en général agrafés. On va aller dans Fichier et imprimer le cahier, qui va nous ouvrir un nouveau document. Vous retrouvez des choses que vous avez déjà vues. La seule petite différence ici, c'est le type de cahier. Vous y retrouverez ce qu'on appelle ici des piqûres à cheval ou des reliures. C'est tout simplement des techniques qui sont utilisées pour venir agrafer des cahiers. La piqûre à cheval, c'est tout simplement l'agrafe classique. La reliure sans couture, c'est pour un dos carré collé. Et pour les autres, ce sont des techniques d'encollage et de façonnage d'ouvrage. Ici, suivant ce que vous allez choisir, vous pourrez définir l'espace entre les pages et le fond perdu, si jamais vous mettez plusieurs pages sur un même document. Vous pourrez définir également, si vous voulez, une compensation de taille pour avoir quelque chose qui soit plus logique et surtout pour que quand vous allez découper, avec les déplacements des textes sur la page, ça reste logique et adapté. Vous pouvez bien sûr adapter également les marges et fonds perdus et vous avez ensuite tout ce qui va être aperçu pour vous permettre de pouvoir travailler. Là, vous voyez qu'il me dit que ce n'est pas bon, tout simplement parce qu'on est sur un format où, si je travaille sur du A4, je ne peux pas avoir les deux éléments côte à côte. Il faudra donc venir ici, laisser comme ceci, mais peut-être pas imprimer en planche. Ou alors, dans l'aperçu et paramètres d'impression, il faudra venir demander à venir imprimer en format vertical, comme ceci. On clique et vous voyez que ça passera peut-être plus. Là, c'est aussi parce que l'imprimante qui est choisie est une imprimante qui ne permet pas l'impression en A3, qui est donc un format qui est plus grand ici.
Par contre, si je viens préciser que finalement on va imprimer en A3 et que je clique sur OK, eh bien vous voyez que l'impression sera bonne. En plus de ça, vous avez donc la possibilité de voir les différentes pages. Il faudra mettre en place sur votre document, ça c'est une petite technique et une petite annotation à connaître, il faut mettre en place ce qu'on appelle un chemin de fer pour pouvoir savoir où les pages vont devoir aller. Parce que si vous regardez bien, je vais juste retourner mon document dans le bon sens. Ici, si je zoome, la page 1 n'est pas forcément à côté de la page 2. On a vraiment les dernières pages qui vont ensemble parce que quand vous allez plier votre cahier, eh bien il y aura des différences. Parce que ce qui va être plié à côté de la page numéro 1, ça va être la page 4. De l'autre côté, en verso, on aura la page 3 et la page 2, suivant le nombre de pages. Ici, vous voyez bien, c'est 2, 3. Et ensuite, on va avoir une autre page de catalogue qui va faire 5, 8, 7, 6, etc., etc. Donc ça, il faut en tenir compte. Pour ça, je vous invite à regarder des formations sur le façonnage et sur les chemins de fer sur InDesign. Je sais qu'il y en a sur les sites tels que tuto.com, donc vous pouvez en trouver. On va maintenant passer à la prochaine vidéo de cette formation, tout ce qui va toucher au contrôle en amont et au dossier d'assemblage qui va permettre de finaliser notre projet. Passons donc à tout ce qui va toucher maintenant à l'impression dans InDesign. Vous allez voir que c'est assez redondant par moment parce que les options sont fondamentalement les mêmes. La première que nous allons voir ici, c'est imprimer, ou plutôt impression prédéfinie. C'est ici que vous allez pouvoir venir sélectionner des impressions que vous aurez enregistrées et paramétrer dans imprimer. Si jamais vous cliquez dessus, vous avez ici soit définir, soit par défaut. Si vous cliquez sur définir, vous allez pouvoir venir ouvrir un nouveau document, un nouveau panneau, dans lequel vous allez pouvoir choisir les éléments déjà présents, le par défaut qui peut être modifié, en charger des nouveaux, en enregistrer ou en créer des nouveaux en cliquant sur le bouton nouveau. Vous avez alors le panneau nouvelle impression prédéfinie qui apparaît. Elle contient les paramètres que l'on retrouve essentiellement dans tous les exports et toutes les impressions de InDesign. Tout d'abord, un panneau qui s'appelle Général, qui vous permet de définir le nombre de copies que vous souhaitez imprimer. Vous avez ici le nom de l'impression prédéfinie et le type d'imprimante. Pour ma part, je suis sur du PDF, mais vous pouvez choisir d'autres imprimantes si vous en avez. Vous pouvez définir dans la partie ici page, si vous voulez imprimer toutes les pages, juste les pages paires ou les pages impaires. Dans mon exemple, il n'y a qu'une page, mais si je viens par exemple la dupliquer, histoire d'en avoir deux, donc là je vais prendre cet élément là et j'en fais une deuxième. Si je viens de nouveau faire impression prédéfinie, définir et nouveau, je vais avoir la possibilité normalement de pouvoir définir le nombre de pages que je veux. Par exemple, est-ce que je ne veux que les pages impaires ou non? Est-ce qu'on souhaite imprimer les gabarits ou non? Est-ce que vous souhaitez imprimer les objets qui sont considérés comme étant non imprimables? Est-ce que vous imprimez les pages vides et est-ce que vous imprimez les grilles de lignes de base et les repères? En général, on évite de les imprimer. Vous demandez également de n'imprimer que les calques visibles ou tous les calques. Dans la partie format, vous allez définir votre papier. Quel type de format il doit avoir et sur quel format vous allez imprimer. En l'occurrence ici du A4, mais vous pouvez en définir un grand nombre. Et bien sûr, vous avez l'orientation de votre papier si besoin. Vous avez l'échelle, on va imprimer à 100%, mais vous pouvez aussi venir faire un zoom, imprimer plus grand que prévu, ou bien venir ajuster votre illustration au papier ou votre mise en page. Si vous ajustez, ça sera centré automatiquement. Si vous n'ajustez pas et que vous adaptez la largeur, c'est vous qui décidez si c'est en haut à gauche, en centré horizontal ou centré vertical. Vous pouvez également venir faire apparaître des vignettes, 1x2 ou 2x2, 3x2 par page, ou en mosaïque. Ça c'est si jamais vous voulez imprimer plusieurs fois le même document. Si c'est en vignette, vous aurez 2 fois votre élément dans la page. Si vous avez la mosaïque, il vous le fait automatiquement avec une mosaïque de 108 pixels. Les repères et fonds perdus vous permettent de venir imprimer et surtout définir les repères que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire apparaître par exemple les traits de coupe? Ces petits papillons que l'on a en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, qui servent de repères aux machines pour l'impression et la découpe. Est-ce que vous voulez les fonds perdus? On a déjà vu ce que c'est. Est-ce que vous souhaitez les repères de montage, les gammes de couleurs ou les informations de page, qui sont souvent utilisées par les imprimeurs? Vous pouvez définir vos repères sur la droite, avec le type de trait, l'épaisseur et le décalage. Si jamais vous n'avez pas mis de fonds perdus, vous pouvez venir les ajouter manuellement ici, en utilisant soit les paramètres de fonds perdus du document, soit en venant les paramétrer vous-même.
Dans sortie, vous allez venir définir tout ce qui va toucher à la colorimétrie et pouvoir vérifier les encres. C'est toujours utile. Dans graphique, vous définissez comment doivent être échantillonnées vos images et vos polices. Gestion des couleurs vous permet de définir l'espace colorimétrique. Est-ce que ce sera celui d'InDesign de base ou une imprimante PostScript? Si c'est InDesign, vous pouvez venir choisir un profil spécifique. En général, c'est le Fogra 39 qui est le plus utilisé. C'est une norme aujourd'hui, mais votre imprimeur peut avoir le choix et vous demander d'avoir un autre profil. C'est ici que vous allez pouvoir le paramétrer. Dans Avancé, vous allez pouvoir venir définir tout ce qui va toucher aux aplatissements de la transparence et la synthèse va vous montrer le résultat final. Si vous venez cliquer sur Format, vous avez ici un petit panneau qui vous dit que les paramètres d'impression souhaités est disponible dans le panier de dialogue, définissez-les à cet endroit. Ça veut dire juste que vous avez ici Format qui peut le faire. Sinon, il vous ouvre les options de paramètres de votre ordinateur. En l'occurrence, ici, moi je suis sur Windows. Une fois que c'est fait, voilà, d'ailleurs on va en faire un nouveau, on va l'appeler prédéfini. Vous l'avez ici. Vous pouvez l'enregistrer, l'exporter comme vous le souhaitez. Ces options que l'on vient de voir, si vous allez dans Fichier, Imprimer, vous retrouvez exactement les mêmes. À une différence près, vous avez ici un exemple de à quoi va ressembler votre papier. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir votre support et en cliquant, vous voyez le rendu. C'est la seule différence. Sinon, tout le reste, c'est exactement la même chose. Les options d'impression sont identiques. Et si besoin, vous pouvez venir enregistrer dans Impression prédéfinie votre document. Donc voilà un petit peu pour les parties d'impression. Si jamais, à savoir, vous souhaitez faire un export PDF, vous allez dans Exporter. Et en fait, vous allez avoir, quand vous allez définir votre PDF en impression, exactement la même chose. Vous retrouvez les mêmes paramètres que ce que l'on vient de voir. Sauf que ici, vous allez avoir en plus la possibilité de définir l'affichage du PDF, qui n'était pas disponible tout à l'heure, et les parties pour les PDF interactifs. Mais sinon, tout le reste, c'est exactement le même principe. Donc voilà pour cette partie. On va maintenant s'intéresser à la partie imprimer le cahier, qui elle est un petit peu différente, comme vous allez le voir. Et on finira sur le dossier d'assemblage et le contrôle en amont, qui sont deux spécificités qu'il est intéressant et important de connaître. Pour finaliser un projet, on a souvent besoin, avant de l'imprimer et de l'exporter, de vérifier sa qualité. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le contrôle en amont. On va donc aller dans Fenêtre et dans Sortie, vous avez ici Contrôle en amont. Ça ouvre un nouveau panneau qui va apparaître ici. Vous avez également l'option en bas. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez ouvrir le panneau à cet endroit. Le contrôle en amont va permettre d'enregistrer des profils avec des informations que vous pourrez utiliser. On peut augmenter d'ailleurs les informations ici. De base, par exemple, moi il me dit que sur 2 pages de mon document, j'ai du texte en excédent. Donc on peut double-cliquer et il vient nous le proposer. C'est pour un template, donc ça ne me dérange pas. Dans ce profil, par défaut, je peux venir le modifier en venant cliquer ici sur le menu Burger, que vous connaissez, et on va pouvoir venir dans Définir les profils. Ça fonctionne de la même façon que ce qu'on a déjà vu, hein. On a un petit panneau qui va permettre de définir certaines choses. On a un profil ici pour les publications numériques, pour vérifier que tout est bon. Donc on va venir en créer un qui va s'appeler Test. On va venir demander à ce que le contrôle en amont vérifie plusieurs points de notre fichier. De manière générale, on va lui demander donc de venir vérifier certaines informations. Dans le général, c'est juste pour vous donner l'utilité de ce profil, à quoi il sert et comment il fonctionne. Dans la partie lien, vous allez demander au contrôle en amont de vérifier les liens manquants des images, les URL inaccessibles et les liens OPI pour les typographies. Dans la partie couleur, vous allez pouvoir venir vérifier s'il y a bien des espaces de transparence et les rendre obligatoires. Vérifier s'il y a des plaques sur magenta et jaune. Vérifier les espaces colorimétriques et demander lesquels sont autorisés ou non. Par exemple, si vous demandez à ce que le RVB ne soit pas autorisé, toute image qui sera en RVB sera considérée comme une erreur. Donc là, par exemple, on peut l'intégrer. Vous pouvez demander à configurer des tons directs, la surimpression et tous les autres éléments présents dans le logiciel. Concernant les images, vous allez pouvoir venir demander à ce qu'il vérifie la résolution, que ce soit pour les images en couleur, en gris ou en niveau de noir et blanc. Vérifier les mises à l'échelle, la transparence ou les profils ICC, ainsi qu'un certain nombre de données. Pour les textes, vous pouvez vérifier ce qui est en excédent, s'il manque des polices, s'il y a besoin de remplacer des styles ou encore les mises à l'échelle et bien d'autres choses. Cela vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps et de vérification.
Enfin, dans le document général, vous pouvez vérifier le nombre de pages, à voir s'il y a bien une obligation et le nombre de pages adéquates. Par exemple, si vous devez imprimer un cahier, il faudra que ça soit un multiple de 4. Donc ici, ce sera intéressant de vérifier que vous avez bien entre 4, 8, 16 et autres de pages. Est-ce qu'il y a des pages vides? Est-ce qu'il y a des fonds perdus? Etc. Vous cliquez sur OK, et là vous avez la possibilité de retrouver test. Et ainsi, là par exemple, on voit qu'il nous dit qu'il y a plus de 100 parties dans mon document ici, qui est un PDF interactif, donc pas forcément un contrôle en amont important sur le RVB, qui nous dit que il y a plus de 100 éléments qui sont en RVB et donc qui ne sont pas imprimables. Et donc il vous donne toutes les erreurs. Je vais revenir en standard, ça permettra de revenir à 0. En plus de ça, vous pouvez enregistrer le rapport pour vous permettre d'avoir les options adéquates. Vous avez les options de contrôle en amont qui sont ici pour paramétrer le panneau et le contrôle. Et vous avez également le nombre limite de lignes par erreur. Là, par exemple, vous avez vu qu'il m'a mis 100. Je pourrais lui dire, ok, je sais, ne m'en mets que 25. Ou alors, on met pas de limite. Mais là, si je mets pas de limite, vous allez voir que le nombre de problèmes de couleur, par exemple, est très important. Donc ça, c'est assez utile de le connaître et de le savoir. Il faut savoir également que, une fois que vous avez terminé cette partie, il vous faudra faire ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. Le dossier d'assemblage est quelque chose qui est très utile quand on va faire de l'impression. Il va permettre de créer un dossier sur votre ordinateur, Mac ou PC, qui va contenir toutes les informations du projet et surtout adapter les liaisons. Je le rappelle, les liaisons, c'est parce que les images ne sont pas directement incorporées dans un fichier InDesign. Elles sont liées à leur emplacement dans l'ordinateur afin d'avoir un meilleur chargement. Et bien ici, vous allez pouvoir vérifier la synthèse de tout ça, vérifier les liens. Est-ce qu'ils ont un profil RVB ou non, suivant si vous devez imprimer. Quelles sont les polices, les liens des images, le taux d'ancrage, etc. Pour pouvoir ensuite créer un rapport et un assemblage. Assemblage qui permettra, je ne vais pas le faire ici, mais d'exporter un dossier qui contiendra toutes les polices, toutes les images, un fichier PDF, un fichier INDD, un fichier IDML, permettant l'archivage et le partage très simple d'un document. Si vous ne faites pas ça, la personne qui récupérera votre document n'aura pas forcément les photos ou les polices et donc ne pourra pas travailler avec. Donc le dossier d'assemblage, il est essentiel pour vous permettre de le faire. Donc voilà pour ces deux dernières petites informations. On en a ainsi terminé avec ce chapitre. On va passer à un dernier chapitre qui sort un petit peu du TOSA mais que je trouve important. C'est un chapitre d'exercice pratique dans lequel nous allons donc produire différents contenus. On attaque ça dans le prochain chapitre.